The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Salut à toutes, salut à tous. Le Tour de France est fini, mais pas la saison de cyclisme, loin de là. Aujourd'hui, on réattaque avec une classique et une très belle classique, la Classica San Sebastian. Je suis un petit peu content par contre de retrouver un vrai studio. Je ne suis pas sur ma chaise longue au bord de la route à me prendre les fumées d'échappement des voitures sous la canicule. Donc ça, c'est le petit plus. Mais mes conditions d'enregistrement n'importe guère. Ce qui importe, c'est la course, c'est le sport. C'est le vélo et donc aujourd'hui c'est la Classica San Sebastian qui succédera à Giulio Ciccone, vainqueur l'an passé. Est-ce que ce sera Giulio Ciccone lui-même qui est présent pour la Lidl Trek? On va voir ça, il aura des sacrés adversaires face à lui. Une classique montagneuse, il n'y en a pas beaucoup. Des classiques pour les grimpeurs, celle-ci c'est le cas. Avec pas moins de 7 ascensions et toutes très difficiles dans le Pays Basque espagnol. On a en début de course l'enchaînement de 4 ascensions, le Kibario, 2 km à 7,6%. L'Ascarate, 4 km à 7,5%, l'Ouraki, 8 km 500 à 7% et la Kisa, 4 km 400 à 6%. Ensuite, environ une trentaine de kilomètres de vallée avant l'enchaînement qui, lui, est beaucoup plus décisif. Le Jaïskibel, 8 km à 5,4%. L'Erlaïtz, le plus dur de tous, 4 km à 11% de moyenne. Et puis, juste avant l'arrivée, moins de 10 km avant l'arrivée, le Mourguil Tontora, 2 km à 10% de moyenne. C'est souvent là que se fait la décision finale, mais aussi parfois dans l'Erlaïtz. Et avec la présence d'un coureur comme Remco au départ, on peut s'attendre à ce que ce soit là que ça se passe. Une attaque à 40 km de l'arrivée, il aime ça. Il sort d'un Tour de France incroyable, Remco Evenepoel, et forcément, il est surmotivé. Il se pose comme le favori du jour, d'autant plus qu'il a déjà remporté à 3 reprises cette Classica San Sebastian en 2019, en 2022, en 2023. Il pourrait être le premier à s'imposer 4 fois. Donc clairement, il semble au-dessus du lot. Face à lui, il y aura donc Giulio Ciccone pour la Lidl Trek, il y aura Matteo Jorgensen pour la Visma The Bike, mais il ne sort pas du Tour de France de sa vie, bien au contraire. Par contre, on aura un Richard Carapaz, lui aussi, qui sort d'un très gros Tour de France avec 2 victoires d'étape, avec le maillot de meilleur grimpeur. Il aura en plus avec lui Ben Illy pour l'épauler. Du côté de la Team Emirates, il faudra compter sur Jonathan Narvaez ou Jevine. Parmi les meilleurs grimpeurs, on a aussi Félix Gall qui sera le leader de la Decathlon CMA CGM. Yannis Aguirre pour la Cofidis. Marc Hirschi, ancien vainqueur il y a 2 ans, sera là pour la Tudor Pro Cycling avec aussi Mathis Rondel. David Gaudu pour la Groupama FDJ United, même si le David Gaudu d'antan semble bien loin. On a Mikel Landa pour la Soudal Quick-Step. Une course en Espagne, évidemment, il sera super motivé. Hendrik Mas pour la Movistar, c'est pareil. Tout comme Peyo Bilbao pour la Bahrain Victorious. Carlos Rodriguez pour la Net Company Ineos, Lennart Van Envelt pour la Lotto Intermarché ou encore George Bennett pour la NSN Cycling Team sont les autres grimpeurs capables de faire un coup, mais il faudrait vraiment qu'ils soient dans une forme exceptionnelle pour empêcher Remco Evenepoel de s'imposer aujourd'hui sur cette très belle Classica San Sebastian. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour 221 km aujourd'hui à travers le Pays Basque espagnol. On va voir qui seront les motivés pour prendre l'échappée, même si ça fait bien longtemps qu'une échappée n'est pas allée au bout sur la Classica San Sebastian, ou même, j'ai envie de dire, sur une classique tout court, surtout sur une classique montagneuse. C'est très très compliqué. Malgré tout, ils sont nombreux, les coureurs qui vont essayer. D'ailleurs, il y a des premières attaques là. On a les 18 équipes World Tour aujourd'hui, en plus de 7 équipes Pro Tour invitées. Ces 7 équipes invitées sont l'Equipo Kern Pharma, la Cofidis, la Tudor Pro Cycling Team, la Burgos Bourg-Pellet, le Scatel Euskadi, la Pinarello Q36.5 et la Cara Rural Seguros RGA. Évidemment, les 4 équipes espagnoles de division Pro Tour ont donc été invitées, en plus de la Cofidis, qui est moitié espagnole, parce qu'il y a beaucoup de coureurs
de cette nationalité dans cette équipe. Aujourd'hui, on a Yanis Aguirre, on a Alex Aramburu, Sergio Samitier, et puis les habituels, Tudor et Pinarello. Ça fait du monde pour se disputer la victoire aujourd'hui. Ces premiers kilomètres qui sont plutôt plats et qui forcément ne favorisent pas le départ d'une échappée parce qu'on a plutôt un peloton de grimpeurs et pas trop de rouleurs. Et donc, on va peut-être attendre les premiers contreforts, les premières ascensions. On a une première petite difficulté là, de 1 km 400 à 6,3% qui ne saurait tarder. Et puis, on a ensuite l'Itsiar, 6 km 500 à 3%. Ce ne sont pas des vraies difficultés répertoriées, mais ce sont quand même des moments où ça monte, en gros. Et où une échappée pourrait se former. Là, on a un groupe de 3 qui a tenté de sortir, qui a rapidement été repris. Là, c'est un nouveau groupe un petit peu plus conséquent de 6-7 coureurs qui attaquent, qui a pris quelques encablures d'avance sur le peloton, mais pour l'instant, rien de décisif. Allez, on est parti depuis 30 km et on la tient peut-être. Là, l'échappée du jour. Au début, ils étaient 5. Ils ont été rejoints par 3 coureurs qui arrivaient de l'arrière. Et on a donc un groupe de 8. Un groupe de 8 qui a réussi à sortir. Tous les précédents coups, et notamment celui de 6-7 coureurs, a été repris. Mais celui-là, il est bon. L'écart qui passe au-dessus de la minute. Et si je pense que c'est le bon coup, c'est parce que les 4 équipes espagnoles sont représentées à l'intérieur, tout comme la Cofidis. Donc, en gros, toutes les équipes qui avaient intérêt à mettre un coureur devant pour montrer le maillot Sola. Mais aussi, on a un coureur de la Visma Lease a Bike en la personne de Team Rex. Les autres coureurs sont Inigo et Lozegui pour la Kern Pharma. On a aussi Adne Holter, le Norvégien, qui est là pour l'Uno-X. Valentin Ferron pour la Cofidis. Lorenzo Quartucci, un Italien qui court pour la Burgos Bourg-Pellet. Nicolas Alustissa pour l'Euskaltel Euskadi. Nicolas Zukowski, lui, court pour la Pinarello Q36.5. Et puis on a aussi Johan Bou pour la Cara Rural. Donc là, ça sent le bon coup. Toutes les équipes qui voulaient mettre un coureur à l'avant, en gros, ont mis quelqu'un. Et cette échappée de 8 coureurs pourrait creuser. On va voir combien de temps le peloton va leur accorder. Sans surprise, c'est la Red Bull Bora Hansgrohe, l'équipe de Remco Evenepoel qui prend les choses en main dans le peloton. L'écart qui ne grandit pas énormément. Il est approché des 2 minutes. Là, il est de 1 minute et 30 secondes alors que l'on est encore à 170 km de l'arrivée. Comme bien souvent désormais dans les courses d'un jour ou dans les étapes pour sprinteurs, on ne laisse quasiment aucune avance aux échappés. On a trop peur. On sait que tout le monde s'améliore et les baroudeurs aussi ne sont pas que des faire-valoir. Il y a des très bons coureurs à l'avant. On se méfie d'eux et donc la Red Bull qui pour l'instant maintient un écart assez faible avec les 8 coureurs de tête qui vont attaquer le Calvario, la première difficulté référencée du jour. Pas facile du tout, 2 km à 7,7%. Et à noter qu'il y a des points à prendre au sommet des difficultés répertoriées. Et celui qui prendra le plus de points recevra un petit peu un titre honorifique de coureur le plus offensif, le meilleur grimpeur. En tout cas, il aura le droit d'être sur le podium. Et très certainement que les coureurs des équipes espagnoles vont être intéressés pour se battre pour ça. On le connaît bien, Johan Bou, le coureur de la Cara Rural. On l'avait déjà vu à l'attaque sur Tirreno Adriatico ou sur le Tour du Pays Basque. Et là, il est encore à l'attaque à l'avant. Et c'est lui qui passe en tête de cette première difficulté du jour du Calvario. 3 petits points pour lui. Il est suivi par Lorenzo Quartucci et Adne Holter. Les chances de victoire sont infimes, voire inexistantes pour les coureurs à l'avant. Par contre, prendre des petits points pour être sur le podium ce soir, ce serait une belle consolation. Et là, c'est Johan Bou qui fait le premier bon coup. On va enchaîner assez rapidement désormais avec l'Ascarate, 4 km à 7,5%. Et le duel a priori, il est entre Lorenzo Quartucci et Johan Bou. Et cette fois-ci, c'est l'Italien, c'est Lorenzo Quartucci qui va passer en tête de l'Ascarate, prendre 3 points. Johan Bou avait pris 3 points au sommet du Calvario. Désormais, c'est 3 points pour Quartucci et Johan Bou qui la passe en 2e position. Et puis, c'est Nicolas Alustissa qui prend la 3e place. Bon, voilà, on a ces petits sprints au sommet là qui sont un petit peu battus, qui nous animent la course. On est parti depuis environ 70 km. L'écart qui grandit un petit peu au-delà des 2 minutes entre les échappés, les 8 coureurs à l'avant et le peloton, toujours mené par la Red Bull Bora Hansgrohe. Mais on va dire que les choses sérieuses n'ont pas vraiment commencé. Il y a 5 points à prendre au sommet de cette prochaine difficulté de l'Ouraki. Et là, on va arriver au sommet. L'Ouraki, c'est 8 km 600 à 7%. C'est quand même très dur. L'écart avec le peloton qui est redescendu un petit peu de nouveau autour des 1 minute 30. Et on a de nouveau le duel entre Johan Bou et Lorenzo Quartucci. Et cette fois-ci, les 5 points, ils seront pour l'Espagnol, pour Johan Bou, le coureur de la Cara Rural, qui devance Lorenzo Quartucci, qui lui ne prend que 3 points. Et puis c'est encore Nicolas Alustissa, qui lui roule pour l'Euskaltel Euskadi.
qui prend un petit point. Pour s'échapper, désormais, nouvelle descente. Et puis l'ascension de l'Alkitsa, 4 km à 6%. Il y aura de nouveau 3 points à prendre. Et on devrait voir Bou et Quartucci s'affronter de nouveau. Allez, 3 points à prendre. On retrouve encore les deux mêmes protagonistes. Et ça va encore une fois s'alterner. Là, c'est Quartucci. C'est Quartucci qui passe en tête, qui prend 3 points devant Johan Bou. Nicolas Zukowski, sans vraiment le vouloir, prend le petit point qui reste. Mais aucun des autres coureurs n'est vraiment intéressé. Et désormais, si on fait les contres dans ce classement un petit peu de la montagne, c'est Johan Bou qui est en tête avec 12 points et Lorenzo Quartucci a lui 11 points. Mais il reste encore 3 difficultés et surtout avec beaucoup de points à prendre. Il y a 5 points au sommet du Jet Ski Bell, 10 points au sommet de l'Airlights et encore 5 points au sommet du Moorgill. Donc pour ces coureurs, il faudrait au moins tenir jusqu'à la prochaine ascension, le Jet Ski Bell. Mais celle-ci aura lieu dans une quarantaine de kilomètres avec un peloton pas loin derrière. Ça ne sera pas facile de résister. Alors que l'on est désormais dans la phase de vallée, une petite phase de transition sur du plat, 76 km de l'arrivée, l'écart qui est de 2 minutes et 25 secondes pour les 8 coureurs à l'avant, écart qui a donc légèrement remonté. On va s'intéresser à l'un d'entre eux. Alors, il n'y a pas beaucoup de victoires. Il n'y a pas beaucoup de victoires du tout pour les 8 échappés dans leur carrière. On a l'ami, Lorenzo Quartucci, qui en a gagné une. C'était une étape alors attention, je vous dis le nom en entier. The Princess Maha Chakri Sirindorns Cup Tour of Thailand. Bon, en gros, le Tour de Thaïlande, il avait remporté une étape en 2025. On a aussi une victoire pour Nicolas Zukowski qui avait été champion national du Canada. Mais sinon, c'est Valentin Ferron qui a le plus beau palmarès avec 4 victoires en carrière. Tous les autres coureurs, Tim Rex, Inigo Elosegui, Adne Holter, Nicolas Alustissa et Johan Bou n'ont jamais gagné la moindre course. On va donc s'intéresser à Valentin Ferron, le Français de Cofidis, 28 ans, qui avait débuté dans le club du Vendée, Pays de la Loire, avant de devenir professionnel dans la team Total Direct Energy. Il est resté jusqu'en 2024 et puis en 2025, il a donc rejoint la Cofidis. Malheureusement, entre-temps, la Cofidis est redescendue à l'échelon inférieur. Il est donc de nouveau au niveau Pro Tour, comme quand il roulait pour la Total Energy. 4 victoires, je l'ai dit, en carrière. Une étape du Tour du Rwanda en 2021. Et puis de belles classiques. Paris-Camembert en 2023 et le Grand Prix La Marseillaise en 2025. Mais son plus beau succès, c'est une course World Tour. C'est une étape du Critérium du Dauphiné en 2022. Une échappée qui était allée au bout. Il avait notamment devancé 2 autres Français de 3 petites secondes, Pierre Roland et Warren Barguil. Le coureur de 28 ans a donc un beau petit palmarès pour un coureur qui a très peu fait de courses par étapes. C'est vraiment plus un coureur de classique. Il a fait seulement 2 grands tours dans sa carrière. Une fois le Tour de France et une fois la Vuelta. 20e d'une étape sur la Vuelta comme meilleur résultat. Voilà donc assez logiquement plus vu sur les monuments. Avec 5 Liège-Bastogne-Liège, un Tour de Lombardie ou 2 Milan-San Remo. Même si pour l'instant on va dire que les résultats sont peu probants. 48e de Liège-Bastogne-Liège en 2022 comme meilleur résultat pour Valentin Ferron. Cette saison pour l'instant c'est assez compliqué pour ce coureur. Il a fait 5e de Paris-Camembert, une course qu'il avait déjà remportée par le passé comme meilleur résultat. On l'a très peu vu au niveau World Tour, c'est normal puisqu'il évolue à la Cofidis, une équipe qui est désormais au niveau Pro Tour. Il était quand même sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes mais il a fini par abandonner sans jamais se montrer. On verra ce qu'il sera capable de faire aujourd'hui. Est-ce qu'il sera le dernier résistant ou non de cette échappée? C'est un peu la seule chose possible, bien sûr, puisque pour la victoire, elle est dans le peloton, assurément. Bon, cette fois-ci, les choses sérieuses ont vraiment commencé dans cette ascension du Jet Ski Bell. 8 km à 5,4%. L'écart avec le peloton qui est en train de fondre, plus que 50 secondes d'avance et l'échappée qui a explosé. On n'a plus que 3 coureurs en tête avec Lorenzo Quartucci, Tim Rex et Inigo Elosegui. Ça a lâché pour Adne Holter, pour Johan Bou. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, dans sa quête d'être le meilleur grimpeur du jour. Valentin Ferron a aussi lâché. Nicolas Alustissa, Nicolas Zukowski viennent, eux, à l'instant de lâcher à 69 km de l'arrivée. Et puis là, on a une attaque dans le peloton avec un duo de l'IF Education Easy Post, Sean Quinn et Michael Lennard, qui sont accompagnés de Bart Lehman. Voilà, on tente de créer une échappée secondaire dans cette ascension. La course, là, est définitivement lancée. Et ça bouge encore dans le peloton, avec une attaque là pour J-Vine, le coureur de la Team Emirates.
Mais il est suivi par Maxime Van Gils. Maxime Van Gils, il est plus là, je pense, en protection bien sûr de Remco Evenepoel. Et ils sont en train de revenir déjà sur le duo là, Sean Quinn et Michael Lennard en compagnie de Bart Lehman. On a donc définitivement cette échappée secondaire en train de se faire. Et puis à l'avant, Tim Rex, lui, est désormais tout seul. Il s'est débarrassé de Lorenzo Quartucci. Mais les écarts désormais sont vraiment très faibles. Plus que 20 secondes d'avance sur leur premier groupe de poursuivants. Et il reste encore 2 km 500 d'ascension. Et Tim Rex qui est repris un tout petit peu avant le sommet par les poursuivants. Et donc on a désormais une échappée de 6 coureurs. Avec 2 coureurs pour la Visma Lease the Bike, Tim Rex et son équipier Bart Lehman. Sean Quinn est encore là, par contre Michael Lennard qui a beaucoup travaillé pour lui a été distancé. On a encore Maxime Van Gils pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Jay Vine pour l'Uno-X et puis on a Lorenzo Quartucci qui s'accroche. Et même là on arrive au sommet et il va faire un petit... Ah c'est superbe ce que vient de faire de Lorenzo Quartucci. Une toute petite accélération et vient prendre 5 points au sommet. Et il s'assure quasi définitivement ce titre honorifique de meilleur grimpeur de cette classique San Sebastian, ou en tout cas de coureur le plus combatif et qui a pris le plus de points au sommet. Le peloton mené par des coureurs de la Lidl Trek, là, les équipiers de Giulio Ciccone qui roulent et qui sont pointés 22 secondes derrière, ce n'est quasiment rien. Mais comme il y a un coureur de la Red Bull devant avec Van Gils, c'est au tour d'une autre équipe de prendre en charge la poursuite. Une descente rapide, quelques kilomètres de plat et puis ce sera un moment décisif, la montée de l'Erlaïtz. 4 km à 11% de moyenne. Et qu'est-ce qui s'est passé là pour Remco Evenepoel ? C'est pas le bon moment là. Dans la vallée, il a dû changer de vélo. Petit problème technique. Et il est tout seul. Et il est pointé 40 secondes derrière le peloton. Et pour l'instant, il n'y a aucun de ses équipiers qui ne l'a attendu. Là, en plus, on a le commissaire. Ouais, comme d'habitude, Remco, il s'énerve. Remco et la zénitude, c'est pas vraiment synonyme. Il s'énerve parce que le commissaire demande à la voiture Red Bull de continuer à rouler pour pas qu'il s'abrite derrière. Et tout seul Remco Evenepoel là, 40 secondes derrière le peloton, un peloton qui a bientôt repris les échappées. On est à 50 km de l'arrivée. Et c'est étonnant qu'il n'y ait aucun équipier avec lui pour le ramener rapidement avant au moins l'ascension de l'Erlaïtz. Et il a 30 secondes de retard. 30 secondes de retard pour Remco Evenepoel au moment d'attaquer l'Erlaïtz. Il n'y a plus d'échappée. Le coup là avec Jay Vine ou Van Gils n'a pas du tout fonctionné. Et on a la Lidl Trek qui accélère dans ce peloton. Ils sont probablement au courant que Remco n'est pas là. C'est le moment de lancer Giulio Ciccone que l'on voit là. Il est en train de rentrer. Il est en train de rentrer sur l'arrière du peloton où il y a pas mal de coureurs qui sont lâchés. Il faut qu'ils zigzaguent un petit peu entre les voitures et les coureurs. Mais encore une fois, il n'y a personne qui vient aider Remco Evenepoel. Là, il perd quand même pas mal de force, le champion belge. Allez, l'attaque dans le peloton pour Jan Christen, le coureur de l'UAE, le champion de Suisse. Suivi par Giulio Ciccone, les choses qui s'accélèrent. Et Remco n'est toujours pas dans ce peloton. Mais il a enfin au moins un équipier avec lui en la personne de Giulio Pellizzari en plus. C'est pas n'importe qui, Pellizzari. Mais il a fini par l'attendre pour tenter de le ramener. Et pour l'instant, il ne fait que remonter les coureurs lâchés. Il n'a toujours pas rejoint la tête de la course. Et les attaques qui commencent dans le groupe de tête dans le peloton. Christen et Ciccone ont été repris. Là, c'est Louis Barret désormais qui fait une accélération. Suivi par Paul Debol de la Jayco Alula. Là, c'est le moment pour les grimpeurs de se montrer. Et de profiter aussi de l'absence de Remco. Allez, on se rapproche du sommet. Et Louis Barret et Paul Debol ont été repris par un petit groupe. On a donc... est-ce que c'est l'échappée? Est-ce que c'est le groupe de tête? Difficile de dire. Parce que Remco ne fait pas partie de ce groupe 10 coureurs avec que des grimpeurs. On a Giulio Ciccone pour la Lidl Trek. On a Matteo Jorgensen et Louis Barret pour la Visma. Maxime Van Gils qui du coup décide d'être le plan B pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui s'accroche. On a Richard Carapace pour l'IF. On a Paul Debol donc pour la Jayco. 2 coureurs pour la Decathlon avec Félix Gall et Léo Bizio. On a Mathis Rondel pour la Tudor et Henrik Mas pour la Movistar. Voilà les 10 coureurs qui passent à l'instant au sommet. C'est Giulio Ciccone qui mène et qui va prendre les 10 points au sommet. Mais mathématiquement, vu que Quartucci a 16 points, c'est lui qui montera sur le podium ce soir. Remco Evenepoel, il est encore pointé à 36 secondes dans un petit groupe. Pellizzari n'est déjà plus là pour l'aider. C'était un tout petit événement, ce changement de vélo de Remco Evenepoel. Mais il y a pour l'instant des très grosses conséquences.
La forme de Remco Evenepoel, c'est impressionnant. Il avait derrière lui 25 coureurs qui s'accrochaient à sa roue dans sa tentative de rejoindre le groupe de tête. Et il a réussi à lâcher ces 25 coureurs alors qu'il était littéralement le seul à travailler dans ce groupe, bien sûr, puisqu'il est l'immense favori. Et là, il a réussi donc à attaquer dans la descente, se débarrasser de ces 25-là. Et il va tout seul boucher le trou qui est en train de se réduire avec les 10 coureurs de tête. 10 coureurs de tête qui n'ont pas bien joué le coup. Louis Barret a attaqué, Richard Carapaz a attaqué. Ils ne se sont pas entendus, ils se sont attaqués. Au lieu de rouler ensemble pour empêcher le retour de Remco, ça n'a pas bien marché. Et la Remco qui revient sur eux. Et le groupe de 20 à 25 coureurs qui n'est pas très loin derrière, qui va probablement aussi revenir. Et on va se retrouver avec un petit peloton, un groupe de 30-40 coureurs. Alors que l'on est à 34 km de l'arrivée, on est dans la descente de l'Erlaïtz. Il y aura ensuite une quinzaine de kilomètres de vallée avant l'ascension du Mourguil Tontora et ses 2 km à 10%. Tiens, c'est la Team Emirates qui prend les choses en main dans cette dernière ascension du Mourguil Tontora, ou plutôt juste avant celle-ci. Parce que ça s'est un petit peu regroupé. On a 40 coureurs, il y a Narvaez qui est de retour, il y a Jevan, il y a Benoît Cosnefroy, Jan Christen, il y a du monde. C'est tous des punchers. Ça tombe bien, c'est une ascension qui est parfaite pour les punchers. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est vraiment parti pour le Mourguil Tontora. Mais la Team Emirates qui se fait immédiatement déborder par Maxime Van Gils, qui accélère. Il est dans une belle journée aussi. Maxime Van Gils, on l'a beaucoup vu à l'avant. Alors que Jonathan Narvaez a déjà beaucoup reculé. C'est compliqué à l'arrière pour Peyo Bilbao, pour Félix Gall. C'est pas le genre d'effort qu'il apprécie du tout, Félix Gall. Ses efforts violents. Et Jonathan Narvaez aussi, là, il est distancé. Alors que c'était clairement pour lui qu'on travaillait du côté de la Team Emirates. Ça monte trop vite. Remco Evenepoel, lui, est remonté dans la roue de Maxime Van Gils. Il a Richard Carapaz dans sa roue. Suivent Jan Christen. Et Léo Bizio, là, qui fait une belle performance. Mieux que Félix Gall. Shuo Ciccone, Matteo Jorgensen, Louis Barret, Baptiste Rondel. Marc Hirschi, il me semble qu'il est encore là, qui s'accroche. Et pour l'instant, toujours pas de différence. Alors qu'on est à 8 km 800 de l'arrivée. On est à 600 mètres du sommet. Et pour l'instant, pas de grande différence faite. On pourrait avoir un sprint peut-être en petit comité là sur cette Classica San Sebastian. Ce qui n'arrive quasiment jamais. C'est quasiment toujours un coureur tout seul ou à la limite un sprint à deux dans cette classique. Mais il reste un dernier petit mur, une dernière rampe dans cette ascension pour faire la différence. Et voilà, et Remco qui accélère. C'était le moment ou jamais de toute façon. C'est vraiment les derniers pourcentages, les 500 derniers mètres difficiles. Et Remco qui accélère avec Carapaz dans sa roue. Derrière, c'est les coureurs de la Visma avec Louis Barret, Matteo Jorgensen qui tente de s'accrocher. Et pour l'instant, Richard Carapaz qui le suit bien. Et Louis Barret aussi qui fait une très bonne course. Pour l'instant, Louis Barret. On a ce trio qui est en train de prendre un petit peu d'avance. Derrière, on a Ben Tulette qui est encore là pour la Visma aussi qui roule. Avec Gio Ciccone. Ouais, attention, Louis Barret qui a explosé. Louis Barret qui a explosé. Et on n'a plus que Remco Evenepoel et Richard Carapaz qui ont créé d'un seul coup 20, 30, 50 mètres d'avance sur les autres. Et la Remco qui se retourne pour demander un relais à Richard Carapaz qui ne lui donne pas. Il se retourne aussi pour voir où sont les poursuivants. Mais voilà, ils ont fait la différence ce duo. C'était un petit peu les deux favoris parce que c'était les deux coureurs qui avaient été remarquables sur le Tour de France. Et ils sont en train de s'envoler tous les deux. Remco, normalement, est meilleur et plus fort. Mais Remco, il a quand même fait beaucoup d'efforts aujourd'hui suite à son problème technique. Donc on va dire que ça égalise un petit peu le match entre ces deux hommes. Mais a priori, la victoire, elle sera pour l'un des deux. Alors que l'on va bientôt arriver au sommet. Et Remco Evenepoel, pour l'instant, qui n'accélère pas plus. Richard Carapaz qui ne peut pas non plus le contrer. Dans un sprint à deux, a priori, il n'y a pas match. Remco est meilleur que Richard Carapaz. On se rappelle que Coropaz, il se faisait battre par Valentin Paré-Peintre sur toutes les arrivées au sommet. Donc sur une arrivée sur du plat. Remco est bien meilleur que Richard. Et là, c'est le sommet. C'est Remco Evenepoel avec Carapaz dans sa roue. Ça y est, les deux coureurs qui n'ont pas réussi à se départager tous les deux. Et maintenant, la question, c'est est-ce que Remco va travailler jusqu'au bout dans la descente et les derniers kilomètres de plat? Ou est-ce que Carapaz va collaborer pour éviter le retour de l'arrière? On a encore Louis Barret. On a Mathis Rondel qui est là avec Matteo Jorgensen ou Ben Tulette. Ils sont pas encore très loin derrière. 10 ou 15 secondes, ça pourrait rentrer. Mais là, on a Richard Carapaz qui travaille, qui prend le relais de Remco Evenepoel dans cette descente. Même si ses chances de victoire
face à Remco au sprint semble assez minime. Ça reviendra pas de l'arrière, 2 km de la ligne. Et le duo Remco Evenepoel et Richard Carapaz ont plus de 20 secondes d'avance sur un quatuor où on retrouve les 2 coureurs de la Visma, Ben Tullet et Louis Barré, en compagnie du vainqueur de l'an passé, Giulio Ciccone, et de Mathis Rondel qui continue de se révéler. Mais problème, voilà, on va arriver à l'arrivée. Et Richard Carapaz qui continue de passer des relais à Remco Evenepoel. Toujours généreux dans l'effort, bien sûr, l'Équatorien. Mais il faut qu'il garde la tête froide, là. Il faut qu'il garde des forces en vue de ce sprint. Même si c'est un sprint après une étape aussi difficile. Et après que Remco ait dû faire des petits efforts pour rentrer de l'arrière. Ça égalise un petit peu, mais malgré tout, Remco semble le grand favori pour s'imposer. C'est la flamme rouge. Remco qui mène. Désormais, Carapaz dans sa roue. Allez, Carapaz, s'il veut avoir une chance, il faut absolument plus qu'il ne prenne le relais du Belge. L'écart avec les 4 poursuivants qui continuent de grandir. 30 secondes, on va se battre pour la 3e place du podium entre les 4 poursuivants. Lequel de ces 2 coureurs qui a déjà réalisé un Tour de France incroyable, 2 victoires d'étape pour ces 2 coureurs. Le maillot de meilleur grimpeur pour Carapaz. La 2e place du podium pour Remco. Pour qui la cerise sur le gâteau aujourd'hui avec la Classica San Sebastian. Et Remco, il a bien joué. Il a laissé Carapaz lui passer devant. Et désormais, c'est Carapaz qui mène. Et qui forcément commence à ralentir. En plus, on peut se le permettre puisque les poursuivants sont assez loin. Allez, plus que 200 mètres et c'est parti. Avec Remco Evenepoel qui lance à fond. Richard Carapaz qui parvient quand même à prendre sa roue. Remco Evenepoel qui se retourne mais qui va quand même facilement s'imposer. C'est logique. La victoire de Remco Evenepoel qui remporte cette Classica San Sebastian pour la 4e fois. Il devient le premier coureur à remporter 4 fois cette classique. Richard Carapaz, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'a pu faire que 2e derrière le sprint pour la 3e place. Oula, mais ils sont nombreux. Les 4 coureurs qui ont été repris par un groupe derrière. Avec Jan Christen, avec des coureurs pour l'XDI Astana. Avec Giulio Ciccone. Avec Peyo Bilbao. Oh, ils sont tous sur la même ligne. Ah là, attendez, il faudra la photo finish. Il faudra la photo finish pour savoir qui a fait 3e. Il y avait une quinzaine de coureurs qui se sont disputés cette 3e place. Ah, c'est dommage, on ne s'est pas du tout entendu dans le groupe de 4, alors que pourtant il y avait 2 Visma. Pour au moins se jouer la 3e place, on s'est fait reprendre par un gros groupe de l'arrière. Et une 3e place sur une classique, c'est pas anecdotique. Encore moins anecdotique, c'est une 1re place et elle revient au grand favori du jour, Remco Evenepoel. Il n'a probablement pas gagné comme il l'aurait voulu. Il aime gagner en solitaire, en attaquant de loin, mais son changement de vélo ne lui a pas permis. Il est quand même revenu au prix d'une superbe course-poursuite sur la tête de la course. Et ensuite, il a attaqué dans la dernière difficulté. Carapaz a pu le suivre, mais Carapaz n'a ensuite pas pu le vaincre au sprint. Et bien après son Tour de France exceptionnel, Remco qui confirme en remportant cette Classica San Sebastian. Il avait 19 ans en 2019 quand il avait remporté la Classica San Sebastian pour la première fois de sa carrière. C'était sa 4e victoire pro, sa première au niveau World Tour. Et ben depuis, il les a accumulés. 77e victoire en carrière et la 4e sur cette Classica San Sebastian. Remco est redevenu une machine, tout simplement. Et aujourd'hui, même les difficultés techniques ne l'ont pas empêché de s'imposer. Son prochain objectif, il l'a dit au micro après la course, c'est le maillot de champion du monde. Il aura fort à faire, bien sûr, avec Pogacar face à lui. Mais franchement, au vu de sa forme là, il est quand même assez bluffant. Remco Evenepoel qui devance Richard Carapaz, qui ne pouvait pas faire grand-chose d'autre, sincèrement. Et puis à 29 secondes, un groupe de 17 coureurs réglé finalement par Ben Tullet pour la Visma Lease a Bike. C'est lui qui sera 3e. Il était dans le groupe de 4 repris, mais finalement, il remporte le sprint et fait 3e. Cristian Scaroni pour l'XDI Astana Team est 4e. Peyo Bilbao, le Basque, pour sa dernière participation à la Classica San Sebastian de sa carrière, vient prendre une belle 5e place. Ça, c'est un bel hommage pour lui. Giulio Ciccone termine 6e devant Jan Christen. Marc Hirschi, que l'on a assez peu vu dans cette course, mais qui vient prendre la 8e place devant Marcel Kamprubi, un coureur que l'on a encore moins vu pour la Pinarello Q36.5, mais qui est là dans le final, qui vient terminer 9e devant le premier français. Eh bien, c'est Léo Bizio pour la Decathlon CMA CGM. Mathis Rondel et Louis Barré, qui ont pourtant fait une très belle course, terminent seulement 15 et 19e. Dans ce groupe, on a aussi Quinten Hermans, Matteo Jorgensen, Kevin Vermark,
Clément Brassafonso, Jacob Ormzel, Hendrik Mas et Félix Gall. On a eu pas mal d'abandons évidemment aujourd'hui, des coureurs comme David Gaudu, comme Luc Plap, comme Benoît Cosnefroy, Mikel Landa, Daniel Felipe Martinez, Javier Romo, Lennart Van Edvelt. Mais ils sont plus de 60 à avoir abandonné. Le dernier du jour, c'est Simone Gualdi pour la Lotto Intermarché qui termine 106e à 15 minutes et 37 secondes du vainqueur, donc Remco Evenepoel. Et puis voilà, bravo à Lorenzo Quartucci qui remporte ce petit classement de la montagne du jour. Il a terminé cette course en 66e position. Voilà, c'était la course post-Tour de France et ce sont deux coureurs qui ont marqué le Tour de France et qui ont un petit peu surfé sur leur forme du moment pour se livrer la victoire. La victoire revient pour Remco. La prochaine course sur 100% cyclisme que l'on va suivre, c'est le Tour de Pologne, une course par étapes qui sera bien différente, avec aucun des coureurs qui ont participé au Tour de France, une course plus pour punchers que pour grimpeurs. Il y aura du suspense, ça durera toute une semaine et ça sera à suivre, devinez où, sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.